Donc, moi, je vais parler un peu des théories de l'archéométrie, quelques exemples, bien sûr, et surtout de la pétrographie. Moi, je suis géologue, pétrologue, je suis arrivé à l'archéométrie après ma thèse aussi, et j'ai eu la chance de rencontrer Tiziano Mannoni, qui est, peut-être quelqu'un de vous se rappelle de lui, et c'est lui qui a introduit l'archéométrie faite dans une manière systématique en Italie. Et en Europe, bien sûr, dans les années 60-70. Et quand, ici en France, il y avait Maurice Picon. Donc, en Italie, l'archéométrie s'est développée plutôt côté pétrographie et au contraire, en France, s'est développée la chimie, et encore maintenant, naturellement. Mais bien sûr, je vais démontrer que les deux disciplines ne sont pas opposées, mais qui chacune des deux donne de bons résultats, et surtout quand on va les croiser, les résultats sont encore meilleurs. Mais très souvent, il n'est pas nécessaire d'utiliser toutes les méthodes ensemble. Donc, qu'est-ce que ça veut dire archéométrie? C'est un mot anglais et qui est né pour définir l'application des méthodes scientifiques et des laboratoires qui se sont bien développées grâce à l'avancement de la technologie et après les années 50 du siècle passé, et analyse des laboratoires appliqués aux matériaux archéologiques. Donc, archéo d'archéologie, métrie de mesure. Et il est né aussi la première revue scientifique d'archéométrie qui s'appelle, encore actuelle, qui s'appelle Archaeometry. Donc, il y a dans l'archéométrie, surtout l'archéométrie qui intéresse à nous, pas l'archéométrie de la conservation, bien sûr. Et donc, on a plusieurs disciplines qui sont tous définies dans l'ensemble de l'archéométrie. C'est la minéralogie, la pétrographie, la chimie, la physique, la biologie, etc. Juste pour préciser quelques mots, la minéralogie va étudier les minéraux et la pétrographie va étudier les roches qui sont faites de minéraux. Donc, mon idée d'archéométrie, qui n'est pas très diffusée. Et donc, l'archéométrie, pour moi, ça demande des problèmes et des questions archéologiques et historiques. Donc, s'il n'y a pas de problèmes, ce n'est pas nécessaire de faire des analyses. Et les problèmes, il faut les discuter ensemble, entre archéologues et archéomètres, bien sûr. Et donc, il faut poursuivre dans la démarche archéométrique ensemble à partir du début jusqu'à la résolution des problèmes. Et les problèmes, les réponses de l'archéométrie doivent être nécessairement archéologiques et historiques. Donc sinon, on va analyser des matériaux pour avoir l'annexe à la mode dans les articles archéologiques, mais c'est une chose très détachée que c'est plus le temps de faire une chose comme ça. Donc les résultats sont historiques archéologiques. Et donc une autre chose importante selon moi, c'est les résultats des analyses et pas la méthode utilisée. Donc il faut choisir la méthode selon bien sûr les connaissances des personnes qui font les analyses. Et d'autre côté, ce sont les archéologues qui doivent choisir les experts justes pour leurs propres problèmes. Et donc, parfois, il n'est pas nécessaire d'utiliser des techniques très avancées pour avoir des résultats qu'on peut obtenir avec la petite loupe ou avec simplement la discussion entre archéologues et archéomètres. Même par téléphone parfois, si on est bien capable à s'entendre. Donc, ce n'est pas seulement l'archéomètre qui doit connaître un peu la problématique archéologique, mais c'est aussi le contraire. Ça, c'est important. Donc, il ne faut pas que l'archéologue se dépose toute sa problématique vers l'archéomètre sans savoir rien. Il faut être capable à poser les questions, les justes questions de deux côtés. Et bien sûr, l'interprétation des données doit être faite ensemble.
Donc, juste un autre problème de terminologie. Et Fabien, tu utilises toujours argile. Moi, je préférerais parler des pâtes. Parce que du point de vue géologique, sédimentologique, minéralogique, on a des différentes interprétations, définitions du mot argile. Et donc, pour les sédimentologues, par exemple, argile est une roche non cohérente, faite principalement de minéraux argileux, donc le côté minéralogie, qui sont très particuliers, qui sont des dimensions mineures de 4 microns, de 4 millièmes de millimètre. Donc, parler d'une argile, c'est un sédiment très, très fin. Donc, nos sédiments qui sont utilisés par la poterie, bien sûr, ce sont des argiles avec des inclusions sableuses. Et voilà, donc, vous savez, je ne parle pas du dégraissant, intentionnel ou pas, qui est corrélé aux argiles, bien sûr. Mais souvenez bien que pour avoir une pâte, il faut avoir des argiles, donc principalement fines, faites principalement des minéraux argileux, qui sont ceux qui donnent la plasticité pour l'argile. Donc, si vous broyez un calcaire très fin, vous ne ferez pas une pâte céramique. Donc, pourquoi un géologue va utiliser ses connaissances pour les pâtes céramiques? Parce que les pâtes céramiques peuvent être traitées comme des roches artificielles, roches métamorphiques artificielles, donc des roches qui ont subi des cuissons, dans notre cas très rapides et à pression atmosphérique. Donc, quelles sont les méthodes utilisées par les géologues, mais j'espère pas seulement par les géologues? C'est tout d'abord la petite loupe, que je vous conseille d'utiliser parce que c'est très facile à utiliser et ce n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'expérience parce que même si vous ne connaissez pas les inclusions, vous n'êtes pas capable d'individuer et de distinguer les différentes inclusions. Vous avez un bon instrument pour diviser votre pâte ou faire des groupes homogènes avec lesquels vous pouvez aller chez les archéomètres, avec un seul tesson représentatif de chaque groupe que vous avez individué. Et parfois, les archéologues me disent « Ah non, je n'utilise pas la loupe parce que je n'ai pas le temps d'observer les pâtes. » Et après, ils passent 3 jours à utiliser les tableaux Mansell, qui ne sert à rien, c'est selon moi. Et donc, moi, je vous conseille la loupe, que ça coûte très peu. Et ça vous ouvrira un univers incroyable. Donc, le substitut dans les laboratoires de la loupe, c'est le microscope stéréomicroscope ou loupe binoculaire, qui va avoir beaucoup plus de grossissement. Et ça aussi, c'est très utile parce que c'est un instrument qui n'est pas cher et qui n'est pas très destructif. Donc, vous pouvez aussi pas casser votre tesson pour regarder, bien sûr, la surface qui n'est pas toujours comme la cassure fraîche. Donc, ça, ce sont les instruments que chaque archéologue, moi, je pense, devrait utiliser. Donc, l'outil spécifique des géologues, des pétrologues, c'est le microscope polarisant, qui est un microscope plus coûteux, qui nécessite de l'expérience, bien sûr. Même pas tous les géologues sont capables d'utiliser bien le microscope polarisant. Et il faut détruire un peu les tessons et créer des lames minces, qui sont de petites... comment dire, l'échantillon va être petite tranche, merci. Et l'échantillon va être poli et pour avoir une épaisseur standard de 30 microns. Parce que dans cette façon, toutes les couleurs sont toujours homogènes et on peut distinguer les différents minéraux à travers l'étude au microscope.
Donc, juste pour vous montrer comment on fait la lame mince, on va scier votre tesson, qui ça peut être un gros bloc de roche ou un petit fragment d'amphore ou des vernis noirs. On va les coller sur la petite vitre et on va les polir et baisser jusqu'à l'épaisseur de 30 microns avec des abrasifs. Et voilà. Donc, on a la lame mince. On n'a pas complètement détruit notre tesson, mais il faut le savoir. Hein. Donc, si vous allez dans les musées de Vibracte et vous dites je vais prendre un échantillon, peut-être que ce n'est pas bienvenu. Donc, et la lame mince est relativement peu coûteuse. Hein. Chaque lame mince coûte 20 € plus ou moins pour la réalisation. Exclut la partie de l'étude des spécialistes. Si on va avancer avec les méthodes et les coûts, naturellement, on peut utiliser la microscopie électronique, que ça vous donne des informations plus précises, mais qui très souvent ne sont pas importantes ou résolutrices, ne sont pas nécessaires. Voilà. On peut voir un peu mieux la partie argileuse de notre pâte. Et on voit si la pâte est vitrifiée ou pas, par exemple. S'il y a quelques types d'inclusion particulières, on va étudier par exemple les fossiles qui ne sont pas visibles au microscope ou les empreintes des fossiles. Et on peut, si on attache au microscope électronique à balayage un instrument de micro-analyse, on peut analyser les différentes parties de chaque minéral, par exemple. Et on va avoir des informations de la composition chimique de chaque minéral et on va les mettre en corrélation avec les roches de la bibliographie. Et voilà, pour distinguer encore mieux un type de pâte de l'autre et pour arriver à des provenances toujours plus précises. Par la chimie, je ne parle pas parce que ce n'est pas mon métier. Et ici, il y a des gens qui connaissent beaucoup mieux que moi la partie chimique. Mais je vous dis simplement que les échantillons, dans ces cas-là, sont broyés et fondus. Donc, on ne voit plus le minéral avec l'expérience directe. Et les résultats, qui sont très souvent très précis, surtout sur les céramiques épurées, fines, beaucoup plus homogènes et très souvent corrélées à des ateliers standardisés à niveau industriel. Donc, toutes les pâtes sont égales du point de vue chimique. Et donc, les résultats dans ces cas-là sont beaucoup mieux que la pétrographie. Et on analyse, donc on va avoir des numéros, et on va élaborer avec l'ordinateur ces résultats. La diffraction par rayon X, c'est une autre méthode géologique, minéralogique. Même dans ce cas-là, il faut broyer notre échantillon. Et on va voir un résultat que ce n'est plus la composition chimique, mais c'est la composition minéralogique. Donc, on ne peut pas analyser un verre, par exemple, parce qu'on ne va obtenir rien. Vous savez que le verre est un liquide à haute densité et donc ce n'est pas analysable. Sauf s'il y a des pigments ou des minéraux qui ne sont pas fondus, ou des pigments ou des altérations. Voilà. Mais ce qui rend importante pour nous, céramologues, la diffraction par rayon X, c'est le fait qu'on peut analyser des minéraux ou des phases minérales qui sont très petites. Et surtout, ce sont les phases qui se développent pendant la cuisson. Et selon les minéraux qu'on trouve pendant la cuisson, on peut avoir une estime de la température de cuisson, avec la composition minéralogique, bien sûr, de chaque matériel qu'on va analyser. Donc, avec la pétrographie, qu'est-ce qu'on peut obtenir? On va obtenir des données, bien sûr, des compositions, mais aussi des techniques. Hein. On voit directement notre tesson dans la cassure, par exemple. On a des informations sur la production. On peut aider la classification des céramiques, bien sûr. On peut obtenir quelques informations aussi sur la fonction, qui est en fonction de la type de pâte, du type de graissin.
Surtout la provenance, c'est ce qui intéresse beaucoup plus aux archéologues en général. Et on peut distinguer, par exemple, des originaux des imitations. Dans un musée, par exemple, on peut distinguer certaines imitations des faux à travers la pétrographie aussi. Et on a des informations sur les altérations secondaires qui est parfois très important. Donc, vous voyez des microphotos en lame mince. Chaque photo que vous verrez, c'est 1 mm en hauteur. Et vous voyez que chaque patte est très différente des autres. Donc, vous voyez déjà les différences entre des pattes qui peut-être sont peu distinguables à l'œil nu. Et vous voyez qu'il y a une matrice fine avec des grosses inclusions. Et c'est justement les grosses inclusions qu'on peut étudier avec la pétrographie. On peut voir des indications aussi de la matrice, donc de la vraie argile, de la matrice de la céramique, qui est en fonction de la couleur et aussi de l'utilisation parfois de la céramique. Donc, normalement, les argiles, les pâtes rouges sont riches en fer oxydé, et qui normalement sont corrélables à des sédiments alluviaux. Des pâtes jaunes claires, souvent épurées naturellement, donc pas épurées artificiellement, sont corrélables en présence de microfossiles, par exemple dans la pâte, à des sédiments d'ancienne origine marine. Et après, des pâtes grises, rosâtres très claires sont très souvent probablement d'origine kaolinitique. Et si on associe la composition des inclusions aussi, très souvent, on peut envisager l'origine de ces pâtes. Et même si on ne sait pas exactement le lieu de production, on peut dire quand même qu'il s'agit de sédiments qu'il faut aller chercher dans une rivière, dans le sédiment d'une rivière, ou dans les sédiments à côté de la mer, anciens sédiments à côté de la mer, ou dans des roches particulières comme les roches qui développent les argiles kaoliniques. On peut bien sûr corréler les caractéristiques chimiques avec les caractéristiques pétrographiques. Mais avec la pétrographie, on peut voir, comme je viens de dire, encore la pâte. Et la pâte n'est pas broyée, et donc on peut voir si la pâte est grossière ou fine, s'il y a les caractéristiques des inclusions et la texture. Ça veut dire les nombres des inclusions, la forme des inclusions, la distribution des inclusions. Et donc, parfois, on a des informations aussi sur la technique et sur la présence des dégraissants intentionnels, par exemple. Et si on va faire la chimique sur des roches, des pâtes de ce type-là, on ne pourra jamais corréler des sédiments locaux avec les pâtes parce que ce sont des changements, les pâtes sont extrêmement changées du point de vue chimique par rapport aux sédiments. Donc, on peut très souvent distinguer la présence des chamottes, qui est une céramique broyée. Et attention, quand les gens parlent des chamottes avec quelques grains de chamotte, non, la chamotte doit être beaucoup pour avoir la fonction des dégraissants. On peut distinguer un mélange d'argile. Dans l'exemple que vous voyez en bas à gauche, vous voyez un mélange d'argile alluviale avec une argile calcaire d'origine marine. Et vous avez la calcite iguère de la Tunisie qui est faite comme beaucoup de céramiques à partir du néolithique avec de la calcite spatique broyée, des veines de calcite broyées et ajoutées avec la fonction de dégraissant pour la céramique culinaire.
Donc, on peut avoir des informations aussi sur la technique de façonnage. On peut voir les traces de l'orientation parallèle aux surfaces des vacuoles qui sont aplaties pour le façonnage au tour rapide. On peut distinguer la présence d'un façonnage au colombin, on dit, par exemple. Et donc, c'est une donnée supplémentaire qu'on peut regarder au microscope. Et aussi, on peut distinguer les différents revêtements et les traitements des surfaces. Donc, on peut distinguer, par exemple, la présence d'un revêtement argileux, vitrifié, pas dans notre cas, et on peut distinguer les différentes caractéristiques des différentes productions. Même, il y a des différences entre les productions d'un même type de céramique, aussi en regardant les revêtements. Et voilà. Et si on va utiliser le microscope électronique à balayage avec les instruments, les spectromètres qui permettent l'analyse microchimique, on va voir qu'il y a aussi des différences. Et on va voir aussi encore mieux les différences des cuissons et des degrés de vitrification ou sintérisation quand on parle des vernis, par exemple, de différents grisages. Voilà. Et donc, on peut distinguer une production d'un atelier de l'autre, même en utilisant peut-être ces techniques avancées. Attention, parce que parfois, dans les amphores aussi, on parle d'engobe quand l'engobe n'existe pas. Et l'engobe blanc signifie très souvent l'utilisation d'une argile blanche kaolinitique très chère, surtout à l'époque. Et dans plusieurs endroits, l'argile kaolinitique n'existait pas, donc il faudrait l'importer. Mais l'argile kaolinitique est poreuse, donc elle est tendre, on la raille avec n'importe quoi. Donc, en étant poreuse, les liquides passent à travers cette surface. Donc, très souvent, on parle d'engobe, même dans les amphores tyrrhéniennes, mais il ne s'agit pas d'engobe, mais au contraire, c'est l'effet de l'utilisation intentionnelle ou pas d'eau salée, eau saumâtre, et pour des effets chimiques, des réactions chimiques, vers la surface, il ne se forme pas l'hématite qui est responsable de la couleur rouge, mais il se forme des minéraux qui englobent les fers dans leur réticule cristallin qui sont blancs. Et donc, on obtient une surface blanche, surtout dans les amphores africaines de la Tunisie, même maintenant. On a des surfaces très blanches qui sont faites finalement avec la sel. Voilà, donc une information très importante aussi, c'est le degré d'altération de la pâte, surtout quand on fait les analyses chimiques. Vous savez que les analyses chimiques sont très difficiles pour étudier les céramiques des épaves sous-marins ou des céramiques dans les lagunes ou par exemple dans les Rhônes, parce que toutes les pâtes sont changées. Donc, il est très difficile, même quand on a des types où dont on dispose des matériaux de comparaison d'ateliers, il est difficile de comparer les ateliers avec ces matériaux des sites de consommation altérés. Donc, l'altération, dans ce cas-là, c'est une altération liée à des environnements dépourvus d'oxygène, où il se forment des bactéries qui vivent sans oxygène. Et ces bactéries produisent du soufre. Le soufre, après, il se lie avec le fer, il va produire de la pyrite, qui est noire. Donc, ces bactéries vont prendre le fer de la pâte. Donc, si la pâte était rouge, la pâte se décolore à cause des bactéries. Et il va se colorier vers le noir à cause des produits de transformation des bactéries. Donc, on a une décoloration du rouge et une coloration vers le noir.
Donc, la plupart des pâtes de ce site particulier vont être grisâtres, même si étaient rouges. Donc ça, il est très important. Et parfois, dans les vacuoles, on va se déposer de la calcite ou des carbonates, donc qui vont polluer énormément la composition chimique de la céramique. Donc, on a fait des essais avec Véronica Martinez, par exemple, des essais en croisant la pétrographie et la chimie. On va choisir les éléments chimiques qui ne varient pas et qui ont été détectés à travers l'étude de la pâte. Et on a des bons résultats même avec l'analyse chimique en utilisant la pétrographie de contrôle. Voilà, je disais que l'utilisation de la pétrographie, on peut donner quelques informations sur la fonction des objets. Donc, s'il y a des dégraissants particuliers, on peut penser à l'utilisation pour le feu, le contact direct avec le feu. Et les argiles calcaires, marines, épurées ne sont pas adaptées au contact direct de la flamme. Donc, peut-être se sont utilisées pour de la céramique à table, par exemple. Et les céramiques faites avec la pâte kaolinitique sont utilisables par tous l'emploi parce que le kaolin est bien réfractaire et on peut l'utiliser même sans dégraissant, on peut l'utiliser au tour rapide. Donc, c'est bien important. Donc, je disais qu'on peut utiliser la pétrographie, les études pétrographiques pour avoir quelques informations sur les techniques de cuisson, la température maximale de cuisson. Vous savez qu'avec la cuisson, l'argile et les inclusions de l'argile vont changer énormément. Et donc, il y a quelques minéraux particuliers qui changent et vont changer plusieurs fois. Et donc, avec surtout la diffraction par rayon X, on peut avoir des estimations de la température de cuisson. En sachant que c'est une température approximée, parce qu'il y a beaucoup de variables qui changent, des paramètres qui changent beaucoup, comme la durée de la cuisson, les conditions de cuisson réductrices et oxydantes, le refroidissement aussi, c'est très important. Et donc, la température de cuisson, c'est vraiment approximé. Même en la main, on peut avoir des informations. Par exemple, quand il y a des inclusions des calcites, on peut identifier si les inclusions sont stables ou pas. Et la calcite a un champ de stabilité qui termine autour de 900 degrés. Donc, si les inclusions ne sont plus stables, on peut envisager une température supérieure à 900 degrés. Si on va utiliser le microscope électronique, on va chercher le degré de vitrification de la pâte et en fonction aussi de la composition de la pâte. Les argiles riches en fer se vitrifient plus rapidement que d'autres types d'argiles. Et dans ce cas-là, on a aussi des estimations de la température de cuisson. Et si on fait des épreuves avec de l'argile locale prélevée, on va la cuire à des échelles de température toujours majeures, on va voir comme certains minéraux vont disparaître et certains d'autres minéraux vont apparaître. Donc avec ça, on peut avoir des estimations assez précises de la température de cuisson. Je ne parle pas des conditions de cuisson, je vous dis seulement, peut-être tous vont savoir comment on faisait les figures aénaires et les figures rouges, et je vais quand même les répéter. On va utiliser bien sûr toujours la même barbotine pour une sigilet italique rouge ou pour une vernis noir. Et c'est un matériel très fin, très riche en oxyde de fer. Si on va le cuire à une condition oxydante, on va obtenir l'hématite, que c'est l'oxyde de fer complètement oxydé. Si dans des conditions réductrices, on va avoir la magnétite, qui c'est un oxyde de fer partiellement oxydé, qui est noir.
Donc, pour obtenir les figures nères, ou figures rouges quand même, on va peindre une partie seulement de la céramique. On va cuire en conditions réductrices à très haute température la céramique. Il va se développer la magnétite qui va être englobée dans la couche qui va être vitrifiée. Donc, pendant le refroidissement, on fait arriver dans les fours de l'oxygène. La pâte poreuse va devenir de nouveau rouge, mais la magnétite qui n'est plus à contact avec l'air reste noire. Donc, les classifications typologiques, oui, on peut utiliser la pétrographie, même la pétrographie de base, comme Fabienne nous a bien démontré. Et on va créer des groupes de pâtes homogènes, on va utiliser la typologie en croisant, et on va trouver toutes les variantes d'un type qui ont exactement la même pâte, et on peut reconstruire la typologie avec cette méthode, par exemple. Et donc, on peut utiliser l'archéométrie de base pour coller, par exemple, une pointe avec les bords d'une amphore. Ça, c'est l'archéométrie aussi. Et on peut distinguer les originaux des imitations ou les différentes productions d'un même type. Donc, ce qui est important pour moi aussi, c'est retourner vers l'archéologue normal, avec peu d'expérience de pétrographie. Donc, tous ensemble, il faut trouver, une fois que l'analyse est faite, avec même des méthodes très avancées, il faut aller chercher dans les objets à l'analyse macroscopique quelles sont les caractéristiques, l'ensemble des caractéristiques typologiques, techniques et compositionnelles, tous ensemble, pour arriver à identifier notre production sans faire plus les analyses. Donc, moi, je dis toujours, le but final de l'archéométrie des analyses, c'est de ne plus faire les analyses. Et ça, c'est très important, moi, je pense. Ça, c'est un exemple de l'Antiquité tardive d'amphores africaines, mais Fabien a bien montré les exemples avec les dressellants. Donc, on peut rattacher différentes variantes d'amphores à la même pâte, donc au même précis atelier. On peut distinguer et arriver à penser qu'un type d'amphore a toujours la même pâte, donc ce type d'amphore a été fait toujours seulement dans un même atelier. Et on peut distinguer aussi les différentes productions de types qui sont peu distinguables par la typologie, comme la céramique culinaire, qui a toujours la même forme fonctionnelle. Et si on a les ateliers à disposition, on peut arriver aussi à distinguer l'atelier, bien sûr. On peut rattacher des productions qui ont des formes même parfois très différentes. Donc, s'il y a la même pâte et les mêmes techniques, comme par exemple une pâte avec des bandes peu mélangées, dans ce cas-là, on peut rattacher deux types d'amphores qui sont différentes. Mais parfois, et ce qui est très important encore plus, on peut rattacher une amphore avec une céramique à table, et donc on peut ajouter des informations très importantes même pour la provenance. Donc, on peut découvrir la provenance d'une amphore si on connaît la provenance d'une céramique à table dont on connaît l'atelier. Pour les études de provenance. Un avantage très important de la pétrographie, c'est qu'on peut obtenir et donner des résultats de provenance, même si on ne connaît pas, si les archéologues n'ont pas des indications. Parce qu'à travers la corrélation entre la pétrographie des inclusions et l'étude de la cartographie, même méditerranéenne, on peut donner quelques indications. On peut donner une liste
plus ou moins longue de possibles régions de provenance et surtout on peut exclure d'autres régions de provenance. Et il faut bien sûr que les matériaux, les argiles, les matériaux avec on a fait les pâtes proviennent à côté de l'atelier, bien sûr. Donc, un exemple typique, on trouve des inclusions de roches volcaniques dans une pâte. On va chercher où il y a des gisements de roches volcaniques dans les régions qui nous intéressent. Bien sûr, pour les néolithiques anciennes, on va chercher dans la région à peu de kilomètres, avec quelques exceptions. Pour les amphores romaines, on va chercher dans la Méditerranée entière. Les cartes géologiques sont faites avec des différentes couleurs qui signifient soit le même type de roches, soit la même chronologie. Donc, on va corréler la cartographie avec les inclusions et on va dire à l'archéologue quelques informations. Et bien sûr, avec l'archéologue, on va discuter les données. Et voilà quelques exemples des cartographies, juste pour vous montrer, mais après on va peut-être parler encore mieux. Par exemple, ici, on trouve des roches volcaniques au Latium et en Campanie. On trouve des roches volcaniques en Sicile, dans les îles. Mais on trouve les roches volcaniques en Orient, mais pas, par exemple, en Tunisie et pas dans plusieurs sites de l'Orient. Les roches métamorphiques, on les trouve en Sicile nord-est, parfois dans les pâtes avec les roches volcaniques. On les trouve en Calabre méridionale, on ne les trouve pas au Latium en Campanie, par exemple. Et on les trouve dans la Bétique. Et aussi un peu en Algérie, par exemple. Et donc avec ça, même avec un peu d'expérience, on peut déjà avoir beaucoup d'informations. Naturellement, si on veut distinguer entre les types de roches volcaniques, il faut chercher la bibliographie, utiliser le microscope électronique pour analyser la composition des minéraux particuliers pour arriver à une précision encore majeure. Donc ici, quelques exemples des inclusions plus facilement reconnaissables, même à la loupe. Les pyroxènes des productions du Latium et de la Campanie, surtout. La céramique des Pompéi, par exemple, avec la logite. Les roches métamorphiques, on les trouve dans quelques endroits de la Méditerranée, mais bien sûr ici aussi à côté des roches granitoïdes qu'on vient de voir encore aujourd'hui. Et les ophiolites, qui sont des roches très particulières et qui sont très discriminantes parce qu'on les trouve presque seulement en Italie, sur la côte, dans la région de Livorno et en Ligurie. Mais malheureusement, pour l'Antiquité tardive, on les trouve aussi dans plusieurs endroits en Méditerranée orientale. Et donc, les Leitromanins, par exemple, coïncident, tous les sites de production, la plupart des sites de production des Leitromanins coïncident avec les gisements d'ophiolites. Donc, c'est un peu compliqué. Mais pour nous, c'est très facile de distinguer, par exemple, une amphore Dresselen de la région de Livourne et des autres productions du Latium de la Campanie. Oui.
Et les quartz éoliens, donc les quartz éoliens, c'est très important parce que le quartz, il est presque partout, dans toutes les sables et les dunes côtières. Mais c'est que Tiziano Mannoni, il a découvert déjà dans les années 70, il a découvert que la plupart des céramiques qui ont lui amené et qui ont disait qu'il était des productions nord-africaines étaient caractérisées par la présence des quartz éoliennes. Et donc, du point de vue minéralogique, pétrographique, les pâtes africaines sont très banales parce qu'ils ont que du quartz avec d'autres composantes très génériques comme les calcaires, les fossiles. Donc, il n'y a aucune composante discriminante. Mais jusqu'à il y a quelques années, dire déjà qu'une amphore était africaine, c'était déjà un scoop très important. Et voilà. Après, il y a un autre cas qui c'est l'étude des provenances qui contraste les hypothèses archéologiques. Donc, très souvent, les archéologues arrivent, ils vont démontrer qu'eux, ils ont raison, et donc ils donnent la pâte en disant ça pâte, ça vient d'ici. Et très souvent, et c'est parce qu'il y a quelques résultats non conformes à leur idée, et donc il y a l'archéologue sensible qui est très content, et il y a les archéologues qui disent bon, l'archéométrie, ça sert à rien, et voilà, il ne vient plus. Donc, par exemple, une chose très bizarre, c'est des tuiles romaines trouvées en Ligurie chez moi, et donc on pensait que les tuiles sont faites localement, et on a trouvé par contre qu'il y a des pâtes qui sont avec des inclusions qui sont incompatibles avec la géologie, même pas seulement locale, mais aussi régionale. Donc, dans ces cas-là, on a trouvé des volcanites particulières, à la fois basiques et acides, même des aréolites, comme ce qu'on vient de voir ce matin. Et donc, l'endroit le plus voisin à Savone, c'était le massif de l'Estérel. Et donc, j'ai trouvé de plus qu'on a trouvé des épaves à tuiles en face, long la côte du massif de l'Estérel. Donc, peut-être qu'on ira à analyser ces tuiles pour voir si ce bateau-là venait vers chez moi ou pas. Hein? Voilà. Et dans les études de provenance, bien sûr, il faut étudier la provenance des inclusions qui appartiennent à la céramique. Donc, il y a des cas où les inclusions ne sont pas liées à la pâte, mais se sont ajoutées, par exemple, soit comme des garçons, soit comme dans les cas des mortiers sur la surface. Hein? Par exemple, si vous aviez un moule faite avec une roche volcanique qui s'est cassée, vous pouvez bien utiliser, broyer cette moule et l'utiliser pour un mortier. Donc ça, c'est très important. Aussi, si on va faire l'étude de la provenance sur un chamotte, sur un cociopesto, c'est vraiment difficile de trouver la provenance vraie de votre céramique. Et un cas très, très fameux, c'est le cas des amphores de Lipari, qui pour un certain moment étaient données comme des céramiques provenant du Massif central, parce qu'ils ont été trouvés à Richborough, en Angleterre, l'endroit le plus voisin avec deux types de roches ensemble associées volcaniques et métamorphiques était le Massif central. Donc, des bons archéomètres de l'époque, ils ont proposé une origine du Massif central qui était un peu bizarre comme hypothèse. Et ça a duré longtemps, jusqu'à quand on a trouvé à Lipari les fours, et avec beaucoup de rébus de cuisson, mais Lipari, c'est une île volcanique. Donc, il n'y a pas de roches métamorphiques. Et donc, on a bien découvert qu'on importait à Lipari les argiles et les matières premières de la Sicile en face de Lipari, en ajoutant une partie de dégraissant de Lipari. Donc, attention, parce que aussi les briques, les tuiles, même des amphores, ils ont du sable sur une des surfaces, que moi j'appelle sable des surfaces,
qui étaient mises dans le cas des briques, des tuiles, sur le fond des moules, pour permettre le détachement de l'objet. Hein. Et aussi, les amphores étaient mises probablement sur le sable à sécher, et donc il se forme des couches de sable. Donc, apparemment, si on observe la surface, on va caractériser notre pâte comme pâte très grossière, même si la pâte est très fine. Hein. Et on ne se trompe pas beaucoup sur la provenance, mais on va faire la provenance sur le lieu des productions et pas peut-être sur le lieu de prélèvement des matières premières, de l'argile, vrai. Donc, il en sort une idée, une information très importante aussi, l'étude de la différence des productions, la distinction entre les productions locales et les productions d'importation. Donc, on va, comme je viens de dire, à comparer les inclusions de notre céramique avec la géologie locale. Et donc, mais il faut faire beaucoup d'attention parce que si la pâte a des inclusions qui sont compatibles avec la géologie locale, oui, bien sûr, la provenance est possiblement locale. Mais on ne peut pas exclure que la provenance est aussi d'autres lieux bien distants du site où il y a des gisements, des roches comparables et compatibles avec notre inclusion. La seule... Bien sûr, il faut avoir comme matériel de comparaison les productions locales, les rebuts de cuisson, et voilà. Il faut avoir les ateliers, qui c'est la chose plus importante pour les études des provenances. Donc, la seule donnée sûre, c'est quand on a des inclusions qui n'existent pas localement. Donc, s'il y a des inclusions qui n'existent pas dans la région, on est sûr qu'il s'agit d'une importation. Et après, on va faire toutes les démarches pour rechercher la provenance. Ça, c'est la seule donnée sûre. Pâte incompatible avec la région, provenance sûre. Pâte compatible, provenance possible. Donc, c'est le devoir des archéologues de voir si il y a la possibilité ou pas d'une production locale. Je vais parler très rapidement de l'Afrique parce que c'est un cas qui peut être déplacé aussi en Italie, par exemple. Donc, jusqu'aux années 2000, on a fait beaucoup d'analyses sur les sites d'importation sur la céramique africaine. Mais comme je viens de dire, la géologie de l'Afrique est très banale, très générique. Il y a très peu d'endroits où il y a des roches discriminantes, comme dans l'Algérie du Nord, par exemple. Donc, normalement, les pâtes sont faites avec du quartz et quelques autres éléments calcaires. Donc, même du point de vue chimique, les pâtes sont très, très génériques. Et on trouve des pâtes comparables provenantes de longues distances ou des pâtes très différentes provenant d'ateliers à côté. Donc, l'atout qu'on a permis de développer beaucoup les études sur l'Afrique, surtout sur l'Afrique de l'Antiquité tardive, que c'est mon champ d'intérêt principal. Je travaille avec Michel Bonifay du Centre Camille Julien, qui tous vous connaissez, surtout dans ces cas-là, et avec beaucoup de collègues tunisiens, bien sûr. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a profité des prospections le long de la côte tunisienne, où ils ont trouvé beaucoup d'ateliers. Et c'est qui a permis d'avancer beaucoup dans les études des provenances, c'est qu'on a vu que même maintenant, avec la loupe, chaque atelier, la production de chaque atelier est homogène à son intérieur et chaque atelier est bien différenciable des autres ateliers. Et donc, et même avec la loupe, donc, ça permet de regarder des milliers de tessons dans les sites de consommation, dans les dépôts, sans devoir faire la mince, par exemple, ou d'autres analyses plus avancées comme les analyses
chimiques. Donc, l'importance des fours, des prospections, de la découverte des fours, l'analyse des rebuts du caisson est énorme. Ce qu'il manque dans les études des amphores tyrrhéniennes et surtout dans les autres céramiques encore plus épurées. Et surtout, il faut intégrer étroitement l'analyse des laboratoires avec la typologie. Un exemple, c'est le Sahel. Ça, c'est un exemple des 4 ateliers. On vient de trouver encore et d'analyser d'autres ateliers encore. On est arrivé à 6, 7 pour les amphores du Sahel tunisien. Et donc, on a démontré que chaque atelier est différent de l'autre à côté de peu de kilomètres. Donc, l'absurde, c'est que si vous voulez savoir si une céramique africaine vient de la Byzacène ou de la Zogitane, donc du sud, du nord de la Tunisie, il faut avant arriver à l'atelier pour dire la région de provenance. Mais ça, c'est qu'il faudra faire aussi pour la céramique tyrrhénienne. Aussi pour la sigillée africaine, on peut dire des choses si on trouve les ateliers. Mais on a beaucoup développé les études des typologies avec ça. Et on est en train de bien caractériser des ateliers inconnus du point de vue de la pâte et de la typologie à travers cette démarche d'approche intégrée. Et aussi, comme sûrement dans les vernis noirs ou dans les autres productions italiques, l'étude des revêtements, des engobes et des vernis peut donner beaucoup de résultats. Il y a quelques productions qui sont bien distinguables avec l'engobe qui est très épais, par exemple. Si on associe l'étude typologique, la pâte et l'engobe, on arrive à l'atelier précis, par exemple. Donc, à propos de l'Italie, on peut distinguer des macro-régions de provenance, même si on n'a pas des informations du côté archéologique. Donc, on peut distinguer la région des Pise, la région de l'Arno, même aussi pour les sigillés, par exemple, parce qu'on a les ateliers dans ce cas-là, mais aussi pour les inclusions. Et donc, dans la région, les amphores étrusques de la région de Pise, de la Toscane, de cette région de la Toscane sont facilement distinguables par la présence de roches métamorphiques, de schistes argileux. Ils sont très faciles à distinguer, même à l'œil nu. On peut distinguer la région de Livourne, parce qu'il y a la présence des ophiolites dont j'ai parlé. On peut distinguer la région volcanique tyrrhénienne qui s'étend de la Toscane méridionale, Cosa, Albinia, jusqu'au golfe de Naples. Mais on arrive à distinguer la région de la région volcanique toscane parce qu'associée à ces inclusions volcaniques, on a par exemple à Albinia quelques petits fragments des roches ophiolitiques. Et dans la région, cette région, on a aussi les grès de l'Apennin. Le plus difficile est de distinguer le Latium de la Campanie, dans l'absence d'ateliers. Donc on peut reconnaître les peu ateliers qu'on a caractérisés, mais le reste, il est très difficile à distinguer. Pour les céramiques épurées, c'est encore plus difficile. Donc, parfois, si on va à individuer par hasard quelques pyroxènes, par exemple, on peut dire qu'une vernis noir est corrélable au Latium à Campanie toscane méridionale. Mais s'il n'y a pas de pyroxènes ou des fragments des roches volcaniques, est-ce que c'est perdu? Il y a un où il n'y avait pas, mais on ne l'a pas analysé dans notre lame mince. On ne peut pas le dire. Et parfois, dans quelques vernis noirs de la Toscane, de la région de Livourne, on peut trouver des ophiolites, donc on a de la chance. On peut distinguer les roches de la Sicile volcanique des roches du Latium de la Campanie, parce que le Latium de la Campanie a des minéraux discriminantes, qui sont les sanidines, qui sont un feldspath particulier, qui sont un grénat particulier, la mélanite.
Mais comme je viens de dire, c'est impossible avec la seule pétrographie, sans les matériaux de comparaison, les timbres, les ateliers, arriver à la localisation précise. Pour les argiles épurées d'origine marine et carbonatique, les argiles carbonatiques sont précédentes au volcan. Et donc, même si une couche d'argile précédente au volcanisme pléistocénique n'a pas des roches volcaniques, même à Rome. Voilà, donc ça c'est un problème de plus. Donc, l'avantage de la pétrographie par rapport à la chimie, quand on n'a pas les ateliers de comparaison, c'est que ça suffit une inclusion pour arriver à la information de provenance. Et on peut corréler des céramiques complètement différentes en utilisant par exemple de la céramique néolithique ou des briques, des céramiques certainement locales pour étudier un vernis noir. Parce que si on va caractériser la seule inclusion petite du vernis noir, on peut la corréler avec un brique avec des inclusions énormes, par exemple. Ce que la chimie ne peut pas faire parce qu'elle doit comparer toujours le même type de pâte et le même type de céramique ensemble. Voilà. Donc, quels sont les avantages et les désavantages de chaque méthode? Donc, la pétrographie, c'est immédiate. Donc, on peut avoir des résultats directs en regardant la pâte. La chimie, non, il faut les élaborer. Il faut broyer la céramique, on ne voit plus rien. On ne sait plus si la céramique était fine ou grossière, s'il y avait un dégraissant ou si la pâte était épurée. Donc, la pétro peut permettre, pas toujours, bien sûr, dans les cas favorables, on peut avoir des informations de provenance, même sans des indications, des hypothèses archéologiques. On peut distinguer les altérations. On peut analyser un exemplaire représentatif d'un grand groupe de tessons, par exemple. Par contre, la chimie a besoin pour l'analyse statistique d'avoir plusieurs dizaines d'objets du même type, avec la même pâte pour caractériser un groupe chimique. Les problèmes de la pétrographie, c'est qu'il faut des inclusions discriminantes d'un point de vue géologique et pétrographique. Il faut des inclusions distinguables au microscope. Donc, les inclusions très petites sont difficiles à identifier. La pétro peut donner des informations techniques, comme on vient de voir, et elle est peu destructrice et peu chère. Mais dans des cas comme le vernis noir, d'autres choses, c'est très, très difficile à avoir des bons résultats avec la pétrographie, bien sûr. On peut utiliser la pétrographie à côté de la chimie. Et l'autre problème énorme pour la pétrographie, c'est que les résultats sont fonction de l'expérience de l'archéomètre. Et il est très, très difficile de transférer les données avec les mots écrits, même avec les photos. Avec les nombres, il est beaucoup plus facile. Le problème de la chimie, c'est que si on prend mal l'échantillon, si on n'est pas bien capable d'élaborer les données, si l'appareil n'est pas standardisé avec les standards ou n'est pas corrélé au réseau des laboratoires européens, et il y a toujours d'autres problèmes. Mais ça, c'est un autre... un autre sujet. Mais il faut faire attention quand même quand on a des numéros, des nombres. Parfois, il n'est pas si scientifique le même. Les résultats peuvent être faux, pseudo-rigoureux, pseudo-vrai. C'est très dangereux. Donc, je répète que la pétrographie et la chimie sont complémentaires. Et bien sûr, si on a la possibilité, il est bien de collaborer, d'intégrer les données. Et la pétrographie, dans les cas de les altérations, peut aider le chimiste à
augmenter la précision des données. Mais très souvent, des analyses avancées ne sont pas nécessaires. Donc, ça suffit un peu d'expérience et la discussion, et là, les archéologues sensibles à la méthode qui peuvent dépasser les analyses des laboratoires. Et voilà, donc la conclusion, c'est achetez-vous la petite loupe. Je ne suis pas le représentant de l'opticien, mais il faut le faire parce que c'est très, très important. Et c'est ça, c'est archéométrie, comme les analyses très avancées. Voilà, merci.